Les mêmes parents qui m'avaient coupé les vivres à 18 ans me souriaient désormais de l'autre côté d'une table de salle d'audience vernie, comme si de rien n'était. Leurs mains étaient croisées, leur posture détendue, confiante. Après tout, mon milliardaire de grand-père n'était plus là, et ils croyaient que son empire tout entier était enfin à leur portée. Je restais assise là, en silence, le pouls régulier, écoutant ma mère murmurer « Bien sûr, nous gérerons tout pour toi, Naomi », comme si j'étais encore une enfant, comme si je n'avais pas survécu des années sans eux, comme si je n'avais pas appris exactement qui ils étaient. Ils ne m'ont pas demandé comment je me sentais. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont même pas fait semblant de se souvenir de la nuit où ils m'ont dit que je devais me débrouiller seule, avec rien d'autre qu'une valise et une porte d'entrée verrouillée derrière moi. Pour eux, ce n'était pas des retrouvailles. C'était une transaction. Ils dépensaient déjà l'argent dans leur tête, 3,8 milliards de dollars. Ils pensaient que j'étais trop faible pour garder le contrôle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père avait tout prévu pour ce moment précis. J'ai grandi dans une maison où l'argent n'était jamais présenté comme une limite, mais seulement comme une récompense. De l'extérieur, ma famille semblait parfaite. Une grande demeure, des écoles privées, des dîners où mes parents parlaient fièrement de valeurs et de discipline. Les gens les admiraient. Les voisins les complimentaient sur notre bonne éducation. Personne ne s'est jamais demandé si l'amour à l'intérieur de cette maison était assorti de conditions, mais c'était le cas. Dans notre famille, l'affection se méritait. L'approbation avait un prix. Et l'argent n'était pas seulement une monnaie. C'était un levier de pression. Mon frère aîné, Daniel, l'a appris très tôt. Il était tout ce que mes parents admiraient, confiant, extraverti, éternellement certain de sa propre importance. Même quand il échouait, c'était présenté comme un potentiel. Quand il réussissait, c'était la preuve que mes parents avaient tout fait correctement. Au dîner, Daniel parlait. Mon père écoutait. Quand Daniel se vantait d'idées commerciales qu'il comprenait à peine, mon père hochait la tête comme s'il écoutait un futur PDG. Lorsqu'il disait vouloir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, ma mère souriait fièrement, comme si l'ambition elle-même était une vertu morale. Je m'asseyais en face d'eux, poussant silencieusement la nourriture dans mon assiette. Je n'étais pas rebelle. Je n'étais pas paresseuse. Je n'étais pas imprudente. J'étais observatrice, réfléchie. Je posais des questions au lieu d'accepter des réponses auxquelles je ne croyais pas. Et d'une certaine manière, cela faisait de moi la déception de la famille. Chaque fois que je parlais des livres que j'aimais ou des idées qui m'intéressaient, ma mère penchait la tête et disait « C'est gentil, Naomi », d'un ton qui signifiait clairement que la conversation était terminée. Mon père levait à peine les yeux. Pour eux, la curiosité n'était pas une force. C'était une inefficacité. Le fossé réel est devenu impossible à ignorer une fois que l'argent est entré en jeu. Daniel a eu 17 ans et a reçu une voiture flambant neuve garée dans l'allée avec un nœud sur le capot. Tout le monde a ri et pris des photos. Je me souviens de ma mère le serrant dans ses bras en disant « C'est un investissement dans ton avenir ». Quand mon 18e anniversaire est arrivé, il n'y a eu ni voiture, ni célébration, juste un rappel froid que je devais commencer à être réaliste. Les frais d'université de Daniel ont été payés sans poser de questions. Les miens étaient assortis de conditions. Quel est ton plan? Quel est le rendement? Et si tu ne finis pas? Quand j'ai demandé avec prudence et calme pourquoi les choses étaient si différentes, le visage de mon père s'est durci. Daniel comprend le monde réel, a-t-il dit. Tu es trop émotive, trop sensible. Tu t'attends à ce que tout te soit servi sur un plateau. C'était la première fois que je réalisais quelque chose de fondamental. À leurs yeux, je n'étais pas un investissement. J'étais un passif. Au moment où j'ai eu 18 ans, la décision était déjà prise. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas crié. Ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, comme des cadres finalisant un contrat. Tu es une adulte maintenant, a dit ma mère calmement. Il est temps que tu apprennes à te tenir sur tes deux jambes. Aucune mention de Daniel. Aucune explication sur la raison pour laquelle il était toujours soutenu alors que j'étais mise à l'écart. Le message était clair, l'indépendance n'était pas une valeur. C'était une punition. Cette nuit-là, j'ai fait une seule valise, 2 vêtements de rechange, quelques objets personnels dont ils ne s'étaient jamais souciés de toute façon. Mes parents se tenaient dans le couloir et regardaient, ni cruels, ni émotifs, juste détachés. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, le son a résonné plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Debout sur ce perron, serrant la poignée de ma valise, je n'ai pas pleuré. J'avais compris. J'avais compris que dans ma famille, l'amour était conditionnel et que j'avais échoué aux conditions. La seule personne qui ne m'a jamais regardée comme si j'étais une erreur était mon grand-père. William Carter ne haussait jamais la voix.
Il ne se vantait pas de sa fortune, et il n'avait certainement pas besoin de rappeler à quiconque qui il était. Alors que mes parents utilisaient l'argent pour contrôler la pièce, mon grand-père utilisait le silence. Il regardait, il écoutait, et d'une manière ou d'une autre, il semblait toujours comprendre ce que les gens disaient vraiment, surtout quand il pensait ne rien dire du tout. Après avoir été rejeté à 18 ans, je ne le lui ai pas dit tout de suite. La fierté me clouait le bec. La honte comblait les vides, mais il l'a remarqué de toute façon. C'est lui qui m'a appelé le premier, sa voix calme et posée. « Naomi, » dit-il, comme si rien au monde ne pouvait jamais le presser. « Viens dîner avec moi ce soir. » J'ai essayé de trouver des excuses, le travail, les devoirs, n'importe quoi pour éviter d'avouer la vérité. Il n'a pas discuté. Il a simplement marqué une pause et a dit « Je serai là ». Quand je suis arrivé, il ne m'a pas demandé où j'habitais. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais l'air si fatigué. Il m'a simplement versé un verre d'eau, a posé une assiette devant moi et a laissé le silence faire son œuvre. Finalement, j'ai craqué. Pas par des larmes, mais par épuisement. Je lui ai dit tout ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Les sermons, les comparaisons, la façon dont Daniel était toujours traité comme un avenir digne d'être financé, alors que j'étais traité comme un risque qu'il ne pouvait pas se permettre. Je m'attendais à de la déception ou de la pitié. Au lieu de cela, mon grand-père s'est adossé à sa chaise et a souri légèrement. « Alors, » dit-il, « ils t'ont enfin montré qui ils sont. » C'était tout. Pas d'indignation, pas de choc, juste une confirmation. À partir de ce moment-là, il est devenu mon refuge silencieux. J'ai dormi sur son canapé plus de nuits que je ne peux en compter. Il n'a jamais appelé cela de la charité, ne m'a jamais fait sentir petite. Il me donnait l'argent pour les courses comme si c'était la chose la plus normale au monde et disait « Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. » Ne confondez pas cela avec de la faiblesse. Là où mes parents voyaient de l'hésitation, ils voyaient de la patience. Là où ils voyaient de la sensibilité, ils voyaient de la perception. « Tu remarques les choses », m'a-t-il dit un jour alors que nous jouions aux échecs tard dans la nuit. Cela rend les gens mal à l'aise, surtout ceux qui comptent sur le contrôle. Il n'a jamais dit de mal de mes parents, mais il ne les a pas défendus non plus. Et ce silence parlait plus fort que n'importe quelle condamnation. Au fil des ans, j'ai construit ma vie pièce par pièce. Rien de glamour, rien de tapax en grave-l'œil. Et à chaque étape, mon grand-père regardait silencieusement depuis la ligne de touche, sans jamais interférer, sans jamais diriger, juste en observant. Parfois, je le surprenais à m'étudier avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Pas de la fierté, pas de l'inquiétude, du calcul. À l'époque, je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme réfléchissant au passé. Je ne réalisais pas qu'il regardait vers l'avenir. Et je n'avais aucune idée que, pendant que mes parents m'avaient rayé de leur vie comme une perte sèche, mon grand-père faisait quelque chose de très différent. Il s'est préparé. Quand mon grand-père est mort, le monde ne s'est pas arrêté, mais quelque chose en moi s'est brisé. William Carter avait été une présence constante dans ma vie pendant des années. Calme et inébranlable, comme un point de repère dont je n'avais jamais douté de la présence. Même quand sa santé a commencé à décliner, je me suis convaincue qu'il avait encore du temps. Les hommes comme lui en avaient toujours. Ils survivaient aux récessions, aux trahisons, aux guerres. Ils ne disparaissaient pas tout simplement. Alors, quand l'avocat a appelé, sa voix prudente et formelle, je savais déjà ce qu'il allait dire avant même que les mots ne sortent de sa bouche. Je suis désolé pour votre perte, Naomi. Le chagrin est venu plus tard. Ce qui est arrivé en premier, c'est l'engourdissement. J'ai pris l'avion pour la lecture du Testament 2 jours plus tard. Je portais du noir, non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce qu'il me semblait mal de faire autrement. Assise seule à l'arrière de la voiture sur le chemin du palais de justice, je me disais de ne rien attendre. Une montre, une lettre, peut-être l'un de ces vieux jeux d'échecs. C'était tout. Je n'étais pas assez naïve pour imaginer plus. Mes parents étaient déjà là quand je suis entrée. Ils semblaient revitalisés. Ma mère s'est levée immédiatement, son visage s'adoucissant en quelque chose qui aurait pu passer pour de la chaleur si je ne la connaissais pas si bien. Elle a pris mes mains comme si nous nous retrouvions après un simple malentendu au lieu de plusieurs années de silence. « Naomi, » dit-elle doucement, « je suis si heureuse que tu sois venue. » Mon père a hoché la tête, ses lèvres déjà courbées en un sourire qui semblait trop confortable sur son visage. Daniel était adossé à sa chaise, les bras croisés, arpentant la pièce du regard comme s'il évaluait un achat. Pas de condoléances, pas d'excuses, juste de l'anticipation. Alors que nous prenions place, ma mère s'est penchée vers moi et a baissé la voix. « Cela doit être accablant pour toi, » a-t-elle dit. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons nous occuper de tout. » S'occuper de tout ?
La phrase me pesait sur la poitrine. L'avocat s'est raclé la gorge et a commencé la lecture. Le jargon juridique a rempli la pièce. Actif, participation, évaluation, des chiffres si élevés qu'ils semblaient abstraits. Le pied de Daniel s'agitait sous la table. Les yeux de mon père s'aiguisaient à chaque phrase. Puis les mots ont changé. Selon les volontés de William Carter, a dit l'avocat, la totalité de sa succession, évaluée à environ 3,8 milliards de dollars, doit être transférée à sa petite-fille, Naomi Carter. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis ma mère a expiré brusquement, comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Mon père a souri de plus belle. Daniel a laissé échapper un rire étouffé en secouant la tête. Eh bien, a dit mon père nonchalamment, en croisant les mains. C'est logique. Il aimait les symboles. C'est l'image parfaite. Ma mère m'a serré le bras. Bien sûr que ça l'est, a-t-elle ajouté. Tu as toujours été proche de lui. Proche. Il n'avait pas prononcé ce mot depuis des années. Et naturellement, a poursuivi mon père, se penchant déjà en avant, nous gérerons cela pour toi. Un patrimoine de cette taille nécessite de l'expérience. Une structure, une surveillance. Daniel Hurricane. Ways, Naomi. Ce genre d'argent détruit les gens. Ils étaient si sûrs d'eux, si détendus, si complètement convaincus que la décision était déjà prise. J'ai baissé les yeux sur mes mains, posé calmement sur mes genoux. Ils n'ont pas remarqué que l'avocat n'avait pas fini de lire. Ils n'ont pas remarqué la façon dont il a marqué une courte pause avant de tourner la page. Et ils n'ont certainement pas remarqué la légère expression d'entendement sur son visage. Car pendant que mes parents divisaient déjà le contrôle dans leur tête, les véritables intentions de mon grand-père attendaient encore d'être révélées. Au moment où l'avocat a marqué une pause, mes parents se sont rapprochés de moi. Pas de lui. Cela m'a tout dit. La main de ma mère a glissé sur la mienne, légère mais délibérée, comme si elle reprenait possession de quelque chose qu'elle estimait lui appartenir. Tu dois être sous le choc, a-t-elle dit doucement. N'importe qui le serait. Je ne me suis pas retirée. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé continuer. C'est une bien trop grande responsabilité pour une seule personne, a ajouté mon père d'un ton calme et raisonnable. La même voix qu'il utilisait quand il voulait qu'une exigence ressemble à une faveur. Ton grand-père partait d'un bon sentiment, Naomi, mais la gestion d'un domaine de cette taille exige de l'expérience. Du jugement. Daniel a ri sous cape. Sans vouloir t'offenser, a-t-il dit en décroisant enfin les bras, tu es encore locataire. Tu n'as même jamais géré un véritable portefeuille d'investissement. Ce n'est pas un compte d'épargne pour débutants. C'est un empire. C'était là. Pas de l'inquiétude, pas de l'amour, une évaluation. Il ne me demandait pas si je voulais de l'aide. Il décidait de la manière de prendre le contrôle sans le nommer ainsi. Ma mère a penché la tête, les yeux brillants d'une empathie fabriquée. Tu as toujours été sensible, a-t-elle dit gentiment. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais un argent pareil, ça brise les gens. Nous ne voulons pas te voir gâcher ta vie. Gaker ma vie. Les mêmes personnes qui m'avaient regardé quitter leur maison avec une seule valise s'inquiétaient soudain de mon bien-être. J'ai enfin levé les yeux. La gâcher comment ? Ai-je demandé calmement. Ils ont échangé des regards rapides, entraînés. Eh bien, a dit mon père. De mauvais investissements, des décisions émotionnelles, faire confiance aux mauvaises personnes. Il a souri comme s'il énumérait des faits inévitables. Nous mettrions en place des garanties appropriées, des fiduciaires, une surveillance. En notre nom, a ajouté Daniel avec aisance. Juste temporairement. Temperament. Comme la façon dont il m'avait, temporairement, coupé les vivres à 18 ans. Ma mère m'a de nouveau serré la main, plus fort cette fois. Tu n'as rien à prouver, a-t-elle chuchoté. Laisse-nous gérer la pression. C'est à ça que sert la famille. La famille. Le mot sonnait étranger dans sa bouche. Je sentais les murs se refermer sur moi, non pas physiquement, mais stratégiquement. Il construisait un récit sous mes yeux, Naomi est dépassée. Naomi est inexpérimentée. Naomi a besoin de protection. Et le pire, c'est qu'ils y croyaient. Ils croyaient que s'ils parlaient avec assez d'assurance, assez de calme, l'issue pencherait en leur faveur. Que j'allais acquiescer. Que j'allais céder le contrôle par peur ou par gratitude. L'avocat s'est de nouveau raclé la gorge. Mais mes parents ne l'ont pas remarqué. Ils étaient trop occupés à m'expliquer ma propre vie. Trop occupés à tendre la main vers un pouvoir qu'ils étaient certains de déjà posséder. Ils n'avaient aucune idée qu'ils parlaient trop tôt, car mon grand-père n'avait pas fini de s'exprimer. Et la page suivante du testament allait mettre leur version de l'histoire en pièces.
La pièce était devenue silencieuse, mais pas d'un silence respectueux. C'était le genre de silence qui survient lorsque les gens croient que la décision est déjà prise. Mes parents se sont adossés à leur chaise, le corps détendu, satisfaits. Daniel tapotait ses doigts contre la table, s'ennuyant maintenant que le plus dur était fait. Pour eux, cette réunion n'était qu'une formalité. L'avocat ne s'est pas rassis avec eux. Il est resté debout. Il a ajusté ses lunettes, a jeté un regard, un seul, dans ma direction, puis a de nouveau baissé les yeux vers le document qu'il tenait en main. « Si tout le monde me permet de continuer, » a-t-il dit calmement. Mon père a fait un geste de la main dédaigneux. Bien sûr, juste les détails techniques, n'est-ce pas? L'avocat n'a pas répondu. Il a tourné la page. Le son fut léger, à peine audible, mais il a résonné comme un coup de feu. Il y a-t-il précisé avec soin, des dispositions supplémentaires attachées à la succession de M. William Carter. Le sourire de ma mère affaiblit. Pas totalement, juste assez pour qu'une fissure apparaisse. Supplémentaire? A-t-elle répété avec légèreté. Je suis sûre que ce n'est rien d'inhabituel. L'avocat a poursuivi sa lecture. Monsieur Carter a anticipé que son héritage pourrait être contesté. Ce mot a brusquement ramené l'attention de Daniel vers la table. Contesté? A répété mon père, se redressant brusquement. Par qui? L'avocat ne lui a pas répondu. Il a continué de lire. Dans l'éventualité où un individu, y compris la famille immédiate, tenterait d'interférer avec, de gérer, de restreindre ou d'assumer une autorité sur la succession au nom de Naomi Carter. La main de ma mère a glissé de la mienne. De telles actions seront considérées comme une violation directe du testament. L'atmosphère dans la pièce a basculé. Daniel a eu un rire sec. C'est ridicule. L'avocat n'a pas levé les yeux. De plus, a-t-il poursuivi d'une voix ferme, Monsieur Carter a spécifié qu'aucun fiduciaire, tuteur ou gestionnaire externe ne devait être nommé. La succession doit rester sous le contrôle unique et exclusif de Naomi Carter. Mon père s'est levé. Ce n'est pas raisonnable, a-t-il dit, son calme finissant par craquer. Elle n'est pas équipée pour cela. L'avocat a levé un doigt, pas brusquement, mais avec fermeté. Je n'ai pas fini. Le visage de ma mère était devenu livide. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. L'avocat a pris une inspiration et a lu le paragraphe final. Je laisse ma succession à Naomi parce qu'elle a vécu sans mon argent et en a appris la valeur. Si mon fils et ma belle-fille tentent de prendre le contrôle de ce qui ne leur appartient pas, cela prouvera exactement pourquoi ils n'ont jamais été choisis. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et irréversibles. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis mon père a frappé la table du poing. C'est de la manipulation, a-t-il craché. Il la monte contre nous. Daniel a repoussé sa chaise. Cela doit être contesté. On ne peut pas simplement remettre une fortune pareille à quelqu'un qui... Qui quoi? Ai-je demandé. Ma voix a tranché le silence de la pièce, plus acéré que je ne l'aurais cru. Ils se sont tous tournés vers moi. Pendant des années, ai-je continué en me levant à mon tour, vous m'avez dit que je n'étais pas capable, que j'étais trop émotive, trop risquée, et maintenant vous êtes en colère parce que quelqu'un a enfin été d'un avis différent. Ma mère s'est précipitée sur ses pieds. Naomi, chérie, ce n'est pas une question de cela. Ton grand-père était malade. Il a été influencé. Non, a dit l'avocat calmement. Il a été précis. Le silence est retombé. L'avocat a fermé le dossier. Ces dispositions sont juridiquement contraignantes, a-t-il déclaré. Toute tentative d'outrepasser ces clauses entraînera une déshéritation immédiate et de potentielles conséquences juridiques. Mes parents le fixaient comme s'ils avaient été frappés. Leur assurance s'est effondrée en temps réel. Les mains de ma mère tremblaient. Le visage de mon père s'est assombri de rage. Daniel me regardait, non plus avec supériorité, mais avec incrédulité. Ils étaient venus dans cette pièce avec le sourire. Ils étaient venus en s'attendant au contrôle. Au lieu de cela, ils repartaient avec rien. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qu'on mettait de côté. C'était moi qui restais debout. Tandis qu'ils réalisaient trop tard que mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé sa fortune, il m'avait laissé le dernier mot. Ils ne l'ont pas accepté. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Les gens comme mes parents n'ont jamais cru que le premier non s'appliquait à eux. Pour eux, les règles étaient souples, surtout quand l'argent était en jeu, surtout quand ils étaient convaincus que l'autorité était leur droit de naissance. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Mon père demandait au tribunal de placer mon héritage sous tutelle temporaire, invoquant une instabilité émotionnelle, un manque d'expérience financière,
et mon préféré, un historique avéré de manque de jugement. J'ai lu les mots 2 fois, puis j'ai eu un rire sec et sans joie. C'était donc leur prochaine étape. La salle d'audience était plus froide que la salle de conférence où le testament avait été lu, moins luxueuse, moins indulgente. Mes parents sont arrivés tôt, assis ensemble comme un front uni. Ma mère portait des couleurs douces, de celles censées suggérer l'inquiétude. Mon père était assis raide, la mâchoire serrée. Daniel les flanquait, les bras croisés, les yeux jetant vers moi des regards d'hostilité ouverte. Ils n'étaient pas là pour se réconcilier. Ils étaient là pour m'effacer. Quand la juge est entrée, la salle s'est levée. Et quand nous nous sommes rassis, l'avocat de mon père a commencé à brosser un portrait de moi qui ressemblait à peine à un être humain. Elle est accablée, a-t-il dit. Isolée, facilement influenceable. Ce niveau de richesse pose un risque sérieux pour son bien-être. J'écoutais tranquillement, tandis que des années de mépris étaient reformulées en langage juridique. Puis ce fut notre tour. Mon avocat s'est levé lentement, calme, préparé. Il n'a pas plaidé les sentiments. Il a plaidé les faits. Il a présenté des courriels où mes parents parlaient de la succession en disant « la nôtre ». Des relevés bancaires montrant des tentatives de renseignements faites en mon nom, sans mon consentement. Des SMS de Daniel me qualifiant des « obstacles temporaires ». À chaque document, mes parents s'agitaient sur leur siège. Finalement, mon avocat a abordé le testament lui-même. William Carter avait anticipé exactement ce scénario, a-t-il dit en brandissant le document. C'est pourquoi il a inclus des termes explicites interdisant toute ingérence. Cette requête n'est pas de l'inquiétude. C'est une confirmation. La juge a regardé mes parents pendant un long moment. Puis elle a pris la parole. Ce tribunal ne réécrira pas l'héritage d'un homme parce qu'il rend d'autres personnes mal à l'aise, a-t-elle déclaré d'un ton neutre. La requête est rejetée. Ma mère a inspiré brusquement. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. La juge n'avait pas fini. Toute nouvelle tentative de saper l'autonomie de mademoiselle Carter pourra entraîner des sanctions. Le marteau est tombé. C'était fini. Alors que les gens se levaient et commençaient à sortir, ma mère a tendu la main vers moi, la voix tremblante. Nous voulions seulement te protéger. J'ai croisé son regard pour la première fois depuis des années. Non, ai-je dit doucement. Vous vouliez me contrôler. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Je suis sortie de la salle d'audience seule, non pas parce que personne ne me suivait, mais parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de personne. La décision de justice n'a pas seulement mis fin à l'affaire, elle les a démasqués. Dans une ville où la réputation est une monnaie d'échange, mes parents avaient passé des décennies à construire la leur avec soin, de manière obsessionnelle. Galas de charité, déjeuners d'affaires, vantardises discrètes déguisées en sollicitude. Ils étaient le genre de personnes en qui les autres avaient confiance parce qu'ils semblaient respectables. Cette illusion n'a pas survécu à la salle d'audience. Le bouche à oreille est allé vite. C'est toujours le cas. Ce n'était pas la version qu'ils auraient préférée, mais la vérité. Les gens chuchotaient à propos de la requête. Sur la façon dont un père avait tenté de faire déclarer sa propre fille inapte à gérer son héritage. Sur la façon dont un grand-père milliardaire l'avait anticipé et avait écrit des protections spécifiquement contre son propre fils. Les invitations de ma mère se sont raréfiées puis ont cessé complètement. Les femmes qui, autrefois, se penchaient vers elle lors des déjeuners lui souriaient désormais poliment et s'excusaient tôt. L'inquiétude s'est transformée en distance. La distance s'est transformée en silence. Le monde de mon père s'est fracturé de manière plus visible. Les clients posaient des questions. Les partenaires hésitaient. La même assurance qui impressionnait autrefois les gens ressemblait désormais à de l'arrogance, surtout après un échec si public. En quelques mois, il a commencé à prendre du recul. C'était l'expression qu'ils utilisaient. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Daniel fut celui qui s'effondra le plus vite. Sans la certitude de mes parents pour le soutenir, il ne savait plus où se situer. L'image de l'enfant prodige a craqué sous l'examen minutieux. Ceux qui riaient autrefois à ses blagues ont cessé de lui rendre ses appels. Les opportunités se sont taries. La confiance qui lui était toujours venue si facilement a tourné à l'amertume. Il m'a coincé une fois à la sortie d'un café, de tous les endroits possibles. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-il craché. « Tu crois que ça te rend meilleur que nous ?» Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas souri. « Je crois que ça me rend libre. » ai-je dit. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Et ce fut le moment où j'ai su que le basculement était total. Je n'ai pas changé de mode de vie du jour au lendemain. Pas de gros titres, pas d'étalages extravagants. J'ai investi discrètement,
J'ai appris délibérément, je me suis entouré de gens qui ne me voyaient pas comme un actif à gérer. Cela terrifiait mes parents plus que tout, car ils ne pouvaient plus m'atteindre par l'argent. Ils ne pouvaient plus me faire peur avec le chantage affectif ou financier. Ils ne pouvaient plus réécrire le récit. Ils avaient perdu la seule chose sur laquelle ils avaient toujours compté, le contrôle. Et tandis qu'ils s'effaçaient à l'arrière-plan de ma vie, je réalisais quelque chose de puissamment silencieux. Je ne leur avais rien pris. J'avais simplement cessé de les laisser me prendre quoi que ce soit. Des mois plus tard, je suis passé devant la maison de mes parents pour la première fois depuis que tout était terminé. L'endroit semblait plus petit que dans mes souvenirs. La peinture le long des volets s'écaillait. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes sur les bords, comme si plus personne ne se souciait de maintenir les apparences. La lumière du perron était allumée, mais la chaleur qu'elle projetait autrefois semblait creuse, superficielle, comme tout ce qu'ils avaient jamais montré au monde. Je n'ai pas arrêté la voiture. Pendant des années, cette maison avait représenté l'échec pour moi. Le rejet. Le moment où j'avais appris à quel point l'amour pouvait être conditionnel, mais alors que je la dépassais, je n'ai senti aucun pincement au cœur. Ni colère, ni tristesse, pas même de triomphe, juste de la distance. Les gens supposent qu'hériter de milliards vous change du jour au lendemain. Que cela vous transforme en quelqu'un d'autre. Mais la vérité est plus discrète. L'argent ne vous construit pas. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Ce qui a changé ma vie, ce ne sont pas les 3,8 milliards de dollars. C'est le moment où j'ai réalisé que plus personne ne pouvait me menacer d'abandon. Mon grand-père l'avait compris. Il ne m'avait pas laissé sa fortune pour me rendre puissante. Il me l'avait laissé pour me rendre intouchable par ceux qui avaient passé toute mon enfance à décider de ma valeur à ma place. Il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il m'avait donné une preuve. La preuve que j'avais survécu sans eux. La preuve que je n'avais jamais été le fardeau qu'ils prétendaient. La preuve que je n'aurais plus jamais besoin de quémander une place à une table. Tandis que je continuais ma route, la maison a disparu dans mon rétroviseur. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de laisser quelque chose derrière moi. J'avais l'impression d'avancer enfin, selon mes propres termes.